Elle a dit, lors de la remise des diplômes de ma fille, je ne l'applaudis pas. Ce n'est même pas mon enfant. Ma fille était major de promotion et nous regardait droit dans les yeux. J'ai dit, dans ce cas, pars. Elle a refusé. Je me suis donc levé en pleine cérémonie, je l'ai raccompagnée dehors, je l'ai mise dans un VTC et je suis revenu seul. Plus tard, ma fille m'a demandé où elle était passée. Moi, un homme de 44 ans, j'ai une fille de 18 ans de mon premier mariage. Sa mère est décédée quand elle avait 6 ans. Un cancer du sein détecté trop tard. J'ai élevé ma fille presque seule pendant environ 8 ans avant de rencontrer ma femme. Nous sommes mariés depuis 4 ans, et nous nous sommes fréquentés pendant environ 1 an avant cela. Je travaille comme responsable d'un service de chauffage, ventilation et climatisation, je gagne bien ma vie, rien d'extravagant. Ma femme travaille à temps partiel à l'accueil et à la facturation d'une clinique vétérinaire. À nous deux, nous gagnons environ 14 000 € par mois au total. Je vous parle d'argent d'emblée car cela devient pertinent. Ma fille est, et je ne dis pas cela seulement en tant que son père, mais en tant que personne qui l'a regardé le mériter, exceptionnelle. Elle a obtenu son baccalauréat avec la mention très bien et les félicitations du jury, en étant major de sa promotion. Une moyenne de 19 sur 20 tout au long du lycée, des options de spécialité à n'en plus finir. Elle a fait tout cela en travaillant à temps partiel dans une boutique de yaourts glacés 15 heures par semaine, parce qu'elle voulait son propre argent de poche et ne voulait pas me le demander. Elle a été acceptée dans l'université de son premier choix avec une bourse partielle. Pas une bourse complète, mais la bourse, ajoutée à ce que j'avais économisé sur un plan d'épargne études depuis sa naissance, couvrirait la majeure partie des frais. Nous aurons besoin de prêts étudiants pour le reste, mais ils sont gérables. J'ai versé 200 € par mois sur ce plan pendant 17 ans. C'était de l'argent non négociable, même quand les temps étaient durs. Or, ma femme, quand nous avons commencé à nous fréquenter, était formidable avec ma fille. Patiente, chaleureuse. Elle l'aidait avec ses devoirs, l'emmenait faire du shopping, la totale. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui comprenait que ma fille était la priorité. C'était l'accord dès le premier jour. Je lui ai dit lors de notre 3e rendez-vous, mon enfant passe en premier, toujours. Si c'est un problème, je comprends, mais j'ai besoin de le savoir maintenant. Elle a dit que ce n'était pas un problème. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu faire partie d'une famille. Les choses ont commencé à changer environ 1 an après notre mariage. Des petites choses au début. Elle faisait des commentaires sur le temps que je passais aux réunions parents-professeurs et aux événements du lycée. Elle soupirait quand je l'aidais pour ses lettres de motivation pour Parcoursup le soir. Elle a commencé à parler de ma fille en disant « ta fille » au lieu de l'appeler par son prénom. Ce changement était subtil, mais je l'ai remarqué. Puis la conversation sur l'argent a commencé. Elle estimait que je m'investissais trop dans l'éducation de ma fille. Elle pensait que les contributions au plan d'épargne devaient cesser maintenant que nous étions mariés et que nous avions des objectifs financiers communs. Elle voulait rénover la cuisine, ce qui est juste, elle avait besoin d'être modernisée, et elle pensait que ces 200 € par mois devraient y être consacrés à la place. J'ai dit non. Le plan d'épargne a été mis en place avant notre mariage. Il était financé entièrement par mes revenus et cela n'allait pas changer. Elle en a parlé probablement 8 fois en 2 ans. Ma réponse n'a jamais changé. Environ 6 mois avant la remise des diplômes, les choses ont empiré de façon notable. Ma fille était plongée dans les révisions du bac, les dossiers pour l'université, les essais pour les bourses. Elle était stressée et avait besoin de soutien. Je passais beaucoup de soirées à l'aider à relire ses lettres ou simplement à être disponible quand elle avait besoin de décompresser. Ma femme a commencé à qualifier cela d'obsessionnel. Elle a dit que j'étais trop fusionnel avec ma fille. Elle a vraiment utilisé ce mot. Elle avait lu un article en ligne et avait décidé qu'il s'appliquait à nous. Je lui ai dit qu'être un parent impliqué pour un enfant qui a perdu sa mère à 6 ans n'est pas de la fusion. C'est être un parent. Elle n'a pas aimé cette réponse. 2 mois avant la remise des diplômes, ma femme m'a dit qu'elle voulait que nous sautions la cérémonie et que nous fassions quelque chose en couple à la place. Elle a suggéré un week-end en amoureux. J'ai dit absolument pas. Ma fille allait prononcer le discours du major de promotion. J'avais regardé cet enfant étudier jusqu'à 1 heure du matin pendant 4 années de suite. J'irai à cette remise de diplôme même si je devais y aller en rampant. Elle a dit que ce n'était que le lycée. Il y aurait une remise de diplôme à l'université.
Je lui ai dit qu'elle était la bienvenue pour se joindre à moi à la cérémonie ou pour rester à la maison. C'était son choix. Elle a choisi de venir. J'aurais aimé qu'elle ne le fasse pas. La cérémonie se déroulait en plein air, sur le terrain de sport du lycée. Des gradins installés pour les familles. Des chaises pliantes blanches pour les diplômés. Une estrade avec un pupitre. Du classique. Il faisait chaud, une chaleur déraisonnable. Tout le monde s'éventait avec les programmes. Nous étions assis au 4e rang. J'étais arrivé tôt pour avoir de bonnes places. Ma femme s'est plainte de la chaleur pendant toute l'attente. C'est insupportable. Combien de temps ça va durer? Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas d'ombre. Je l'ai ignoré. J'étais trop concentré à scruter les rangées de toges et de mortiers pour essayer de trouver mon enfant. La cérémonie a commencé. Le proviseur a pris la parole. Des membres du rectorat ont parlé. Ensuite, ils ont annoncé le major de promotion. Ma fille s'est avancée vers le pupitre. Elle a regardé la foule, m'a trouvé et a souri. Ce grand sourire sincère et nerveux. Elle avait des fiches, mais ses mains tremblaient un peu. Elle a commencé son discours, et c'était. Écoutez, je suis son père, donc je ne suis pas objectif, mais c'était magnifique. Elle a parlé de résilience. Elle a parlé brièvement de sa mère, juste une phrase sur les personnes qui nous ont aimés en premier et nous ont appris ce que signifie être présent. La moitié du public avait les larmes aux yeux. Moi, je pleurais à chaudes larmes, sans même essayer de le cacher. Et puis elle a dit, je veux remercier mon père, qui n'a jamais manqué une seule chose importante. La foule a applaudi. Les gens se sont tournés vers moi. J'étais submergé par l'émotion. Le meilleur moment de ma vie. Ma femme s'est penchée et a dit, et je n'oublierai jamais cela tant que je vivrai, je ne l'applaudis pas. Ce n'est même pas mon enfant. Elle l'a dit doucement, mais pas assez. La femme assise à côté de nous l'a entendu. J'ai vu sa tête se tourner. J'ai regardé ma femme. Elle avait les bras croisés, n'applaudissait pas, alors que toutes les autres personnes dans ces gradins étaient debout. J'ai dit très calmement, alors, pars. Elle a dit, non, j'ai tout à fait le droit d'être ici. J'ai répondu, tu as tout à fait le droit d'être ici et aucun intérêt à être d'un quelconque soutien. Alors, pars. Elle a rétorqué, tu ne peux pas m'obliger à partir. Je me suis levé. Le discours touchait à sa fin. Ma fille regardait ses notes. Je me suis penché et j'ai dit, tu peux sortir avec moi tout de suite ou tu peux rester assise ici et je m'occuperai de ça après. Mais d'une manière ou d'une autre, tu ne t'assoiras pas à côté de moi pour le reste de cette cérémonie. Elle a dû voir quelque chose sur mon visage car elle s'est levée. Nous avons descendu les marches des gradins pendant que le public applaudissait encore le discours de ma fille. Quelques personnes ont remarqué. Je m'en fichais. Je l'ai accompagnée jusqu'au parking. Elle m'a invectivé tout le long du trajet. Tu me mets dans l'embarras. Tu l'as choisi encore par rapport à moi. C'est exactement ce dont je parle. J'ai ouvert l'application VTC sur mon téléphone, commandé une course et dit, tu peux attendre ici, ou tu peux appeler ta propre course, mais tu ne vas pas y retourner. Elle a dit, tu me mets vraiment dans un VTC comme si j'étais une étrangère. J'ai dit, tu viens de dire de ma fille, à sa propre remise de diplôme, que ce n'était pas ton enfant. Tu as choisi le statut d'étrangère. La voiture est arrivée en environ 4 minutes. Elle est montée, a claqué la porte, et elle est partie. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai retrouvé ma place et j'ai regardé le reste de la cérémonie. J'ai regardé ma fille traverser la scène, je me suis levé et j'ai applaudi si fort que mes mains m'ont piqué, j'ai pris environ 40 photos sur mon téléphone, la plupart floues parce que ma main tremblait. Après la cérémonie, ma fille est arrivée en courant. Elle m'a serré dans ses bras, ce câlin de tout le corps d'une adolescente qui a encore besoin de son père, et a dit, où est ta femme? J'ai dit, elle ne se sentait pas bien. Elle est rentrée à la maison. Ma fille m'a regardé une seconde. Elle savait. Les enfants savent toujours, mais elle n'a pas insisté. Elle a juste dit, d'accord, on peut aller manger une glace. Nous sommes allés manger une glace. Elle en a commandé une grande. J'ai payé. Nous nous sommes assis dans la voiture avec la climatisation à fond. Et elle m'a raconté comment elle a failli faire tomber ses fiches sur scène et comment l'élève derrière elle dans la file a marché sur sa toge.
Des trucs normaux et heureux d'une jeune de 18 ans. La meilleure glace de ma vie. Première mise à jour, 8 jours plus tard. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai besoin de l'écrire tant que c'est frais. Quand je suis rentré à la maison après la glace avec ma fille ce soir-là, ma femme était déjà là, assise à la table de la cuisine. Elle avait clairement pleuré, mais l'ambiance n'était pas triste. C'était de la colère. Les pleurs s'étaient transformés en fureur au moment où je suis entré. Elle a immédiatement commencé. Tu m'as humilié devant des centaines de personnes. Tu m'as physiquement retiré d'un événement public. Les gens t'ont vu me faire sortir. J'ai dit, les gens t'ont aussi entendu dire que tu n'applaudirais pas une jeune de 18 ans à sa propre remise de diplôme. C'était un commentaire privé. Il a été entendu par au moins une autre personne, et peu importe si personne ne l'a entendu. Tu l'as dit. Elle a ensuite changé de sujet, et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment difficiles. Elle a dit que je ne l'avais jamais fait se sentir comme faisant partie de cette famille, que ma fille l'excluait, que nous avions tous les deux une dynamique malsaine et qu'elle était l'intruse qui regardait de l'extérieur. Je lui ai demandé un exemple précis où ma fille l'avait exclue. Elle n'a pas pu en donner. Elle n'arrêtait pas de revenir au sentiment. Elle se sentait exclue. Elle se sentait comme la 5e roue du carrosse. Elle avait l'impression que le mariage était secondaire par rapport à mon rôle de parent. Je lui ai dit aussi gentiment que je le pouvais à ce moment-là que les sentiments sont valides, mais que les actions ont des conséquences. Et refuser d'applaudir le discours d'un enfant était une action. Elle a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. J'ai pensé que peut-être un peu de distance aiderait. Ce ne fut pas le cas. Au cours des jours suivants, le sentiment que tout lui était dû a atteint des niveaux dont j'ignorais l'existence. D'abord, elle a appelé sa mère et lui a raconté une version des faits où je l'ai traîné de force hors de la cérémonie et jeté dans un VTC. Sa mère m'a appelé au travail et a laissé un message vocal disant que j'étais contrôlant et que sa fille méritait mieux qu'un homme qui fait passer l'enfant de son ex-femme avant son propre mariage. Mon ex-femme décédée. Elle a appelé ma fille l'enfant de mon ex-femme. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai sauvegardé le message vocal parce que mon instinct m'a dit de commencer à garder des preuves. Deuxièmement, ma femme est allée voir ma fille directement. C'est la partie qui m'a fait voir rouge. Pendant que j'étais au travail un mardi, ma femme a fait asseoir ma fille dans le salon et lui a dit quelle était la raison pour laquelle le mariage battait de l'aile. Elle a dit à ma fille de 18 ans que si elle avait été plus accueillante et moins collante avec son père, rien de tout cela ne se produirait. Ma fille m'a appelé au travail en pleurant. Pas des pleurs dramatiques, des pleurs silencieux, en essayant de ne pas craquer. Elle a dit, « Papa, elle m'a dit que c'était de ma faute. J'ai quitté le travail plus tôt. J'étais en plein milieu d'une phrase avec un client. J'ai dit à mon collègue de prendre le relais, je suis sorti et j'ai conduit jusqu'à la maison en 20 minutes. Ma femme était dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Je suis entré et j'ai dit, as-tu dit à ma fille que nos problèmes de mariage étaient de sa faute? Elle n'a même pas levé les yeux des fourneaux. Je lui ai dit la vérité. Elle doit l'entendre un jour ou l'autre. Elle a 18 ans. Elle a perdu sa mère à 6 ans. Et tu viens de lui dire qu'elle est responsable des problèmes relationnels des adultes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, c'est reparti. On ne peut rien reprocher à la sainte fille. J'ai pris une inspiration. Une longue inspiration. Puis j'ai dit, je veux que tu partes. Elle a fait tomber la spatule. Pardon? Tu m'as entendu. Je veux que tu partes. C'est ma maison aussi. C'est ma maison. Je l'ai achetée 7 ans avant notre rencontre. Ton nom n'est ni sur l'acte de propriété ni sur le prêt immobilier. Tu es libre de consulter un avocat sur tes droits, mais je te demande de partir maintenant. Et je veux être honnête ici parce que je sais comment cela sonne. La situation de la maison est compliquée. J'ai acheté la maison avant le mariage. Elle est à mon nom. Elle n'a jamais contribué au remboursement du prêt parce qu'il n'y en a pas, mais elle y vivait depuis 5 ans. 1 an de fréquentation, 4 ans de mariage. Et en France, cela lui donne potentiellement certains droits en tant que domicile conjugal. Je ne pouvais pas simplement changer les serrures. Je le savais, mais je pouvais lui demander de partir volontairement. Elle a refusé. Évidemment, je ne vais nulle part. Si quelqu'un doit partir, c'est elle. Elle a 18 ans. Elle est adulte.
Elle peut aller vivre plus tôt dans sa résidence universitaire. Elle voulait que je mette à la porte ma fille, qui allait commencer l'université en septembre, pour qu'elle puisse rester dans une maison pour laquelle elle n'avait jamais payé un centime de prêt ou de taxe foncière. L'audace était presque impressionnante. J'ai appelé un avocat le lendemain matin. La consultation m'a coûté 350 € pour la première heure. Ça valait chaque centime. Voici ce que j'ai appris. En France, le divorce signifierait qu'elle aurait potentiellement droit à une partie des biens acquis pendant le mariage. Mais la maison, étant un bien propre d'avant le mariage, resterait probablement à moi. Le plan d'épargne-études était également protégé puisqu'il avait été établi avant le mariage et financé uniquement par mon compte personnel. L'avocat a dit qu'elle obtiendrait probablement sa part de tout ce que nous avions accumulé conjointement pendant les 4 années, ce qui n'était pas beaucoup. Quelques meubles, une voiture d'occasion pour laquelle je me suis porté garant, et environ 6 000 € sur un compte d'épargne auquel nous avions tous les deux contribué. J'ai lancé la procédure de divorce 3 jours plus tard. Quand elle a reçu l'assignation, et c'est important, elle dînait chez sa mère. L'huissier de justice lui a remis les papiers à la porte d'entrée. Sa mère m'a appelé 20 minutes plus tard, en hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle m'a traité de tous les noms puis a dit « Vous aurez des nouvelles de notre avocat ». Leur avocat m'a envoyé une lettre de mise en demeure dans la semaine. Il voulait la maison, bien sûr. La moitié du plan d'épargne, absolument pas. Une prestation compensatoire sur 5 ans et 15 000 € pour les frais de déménagement. Mon avocat a répondu par une fin de non-recevoir, citant à nouveau la documentation sur les biens propres, le statut protégé du plan d'épargne et le fait que 4 ans de mariage avec son niveau de revenu ne justifiaient généralement pas une prestation compensatoire à long terme. Il a dit que nous pourrions finir par offrir une petite somme pour que ça se règle plus vite, mais les éléments importants n'étaient pas négociables. Elle ne l'a pas bien pris. Deuxième mise à jour, les coups bas, 3 semaines plus tard. Alors, elle a aggravé les choses. Bien sûr qu'elle l'a fait. Quand la réalité juridique a commencé à s'installer, qu'elle n'aurait pas la maison, ni le plan d'épargne, ni 5 ans de soutien financier, elle s'est tournée vers des tactiques de guérilla. D'abord, elle a essayé de monter ma fille contre moi. Elle a commencé à lui envoyer des textos. « Ton père me jette comme une vieille chaussette. J'ai toujours essayé de t'aimer comme la mienne. Il vous fera la même chose à vous un jour. » De la manipulation déguisée en vulnérabilité. Ma fille m'a montré chaque texto. Elle n'a répondu à aucun d'eux. Elle me tendait juste le téléphone à chaque fois et disait « Tu devrais probablement voir ça. » Fille intelligente. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai transmises à mon avocat. Puis est venue la campagne auprès des amis communs. Ma femme a commencé à appeler tous les couples que nous connaissions et à leur dire que je divorçais parce qu'elle avait exprimé une limite à la remise des diplômes. C'est comme ça qu'elle l'a formulé. Une limite. Refuser de reconnaître la plus grande réussite de mon enfant était apparemment une limite. Environ la moitié de ses amis l'ont cru. L'autre moitié m'a appelé pour entendre ma version. Ceux qui ont entendu l'histoire complète, y compris la partie où elle a blâmé ma fille en face, étaient horrifiés. 2 d'entre eux ont complètement arrêté de lui parler. Les autres ont essayé de rester neutres, ce que j'ai respecté. Ensuite, elle a essayé quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Elle a appelé l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Je dois le répéter pour que ça rentre bien. Elle a appelé l'ASE et a signalé que ma fille vivait dans un environnement instable avec un père émotionnellement instable qui privilégiait les conflits au bien-être de son enfant. Elle l'a signalé anonymement, mais je savais que c'était elle parce que le langage spécifique du rapport, que l'assistante sociale m'a lu pendant sa visite, reflétait textuellement des choses qu'elle m'avait dites. Dynamique fusionnelle, malsaine. Son vocabulaire. La visite a duré environ 45 minutes. L'assistante sociale a été professionnelle et minutieuse. Elle m'a parlé, a parlé à ma fille séparément, a inspecté la maison. Ma fille, souvenez-vous, est major de promotion avec des notes parfaites qui se dirige vers une grande université. Elle a dit clairement à l'assistante sociale, « Mon père est le meilleur parent que je connaisse. » Sa femme est en colère à cause du divorce et ce sont des représailles. L'assistante sociale a classé le dossier le jour même. Classé sans suite. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Voir les services sociaux débarquer à votre porte est l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Pendant environ 30 secondes,
Je me suis tenu dans mon propre salon en me demandant si quelqu'un pouvait réellement m'enlever mon enfant parce qu'une femme vindicative avait passé un coup de fil. J'ai parlé du signalement à mon avocat. Il était furieux, pas contre moi, contre elle. Il a dit qu'un signalement abusif par vengeance pourrait en fait jouer contre elle dans la procédure de divorce. Cela montrait un schéma d'escalade et une volonté d'utiliser le système comme une arme contre moi. Il a tout documenté. Pendant ce temps, ma femme avait emménagé chez sa mère. Elle ne payait rien pour la maison ou les factures, ce qui était très bien car j'avais assumé ses frais seul de toute façon. Mais elle a commencé à exiger que je continue à payer son assurance automobile. J'ai appelé la compagnie d'assurance et je l'ai retiré de ma police. Je lui ai donné un préavis de 30 jours, ce qui était plus que ce qui était requis. Elle m'a appelé en hurlant. Comment suis-je censé aller au travail? Je lui ai dit de prendre sa propre police d'assurance. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre. J'ai dit que ça ressemblait à son problème. Froid, peut-être, mais c'est une femme qui a appelé l'ASE contre moi. Le budget de sympathie était épuisé. Maintenant, voici la partie satisfaisante. Pas satisfaisante comme un fantasme de vengeance, mais réelle et pratique. C'est ce qui arrive quand on surestime ses forces. La lettre de mise en demeure de son avocat, celle demandant la maison, le plan d'épargne, 5 ans de prestations compensatoires et 15 000 €, était si agressive que mon avocat l'a utilisée contre elle. Lors de la médiation, mon avocat a présenté une chronologie. La chronologie montrait son refus de soutenir ma fille, l'incident de la remise des diplômes, le fait qu'elle ait directement blâmé ma fille, les messages vocaux de sa mère, les textos manipulateurs, le faux signalement à l'ASE et la lettre de mise en demeure absurde. Chaque pièce documentée, avec date et heure. Le médiateur a regardé ce dossier puis son avocat. Son avocat a regardé la table. Il savait qu'ils avaient surestimé leurs forces. Le médiateur a recommandé de ne verser aucune prestation compensatoire au-delà de 6 mois, à un montant réduit. La maison reste avec moi. Le plan d'épargne est intact. Le compte d'épargne est divisé à 50-50. Elle garde la voiture. J'assume le solde restant du prêt, qui était d'environ 4 200 €, juste pour couper le lien financier proprement. Son avocat lui a recommandé d'accepter. Elle ne voulait pas. Elle a pleuré. Elle a dit que je la jetais. Le médiateur a écouté patiemment et a ensuite dit très calmement, les conditions proposées sont généreuses compte tenu de la conduite documentée. Cette phrase a brisé quelque chose en elle. Elle a signé. Coût total du divorce pour moi, environ 8 500 € de frais d'avocat, 6 mois de soutien à 800 € par mois soit 4 800 €, et le remboursement du prêt de 4 200 €. Disons grosso modo 17 500 € en tout. Ça a fait mal financièrement. J'ai pris des interventions supplémentaires le week-end pendant quelques mois pour compenser, mais c'était fait. Troisième mise à jour, la situation actuelle, 6 semaines plus tard. Beaucoup de gens ont demandé une dernière mise à jour. Alors la voici. Le divorce a été finalisé il y a 5 semaines. C'était sans grand effet. Honnêtement, vous signez des papiers, un juge les tamponne, vous sortez d'un tribunal et le soleil brille toujours. Ma fille a commencé l'université en septembre. Le jour de l'emménagement a été un chaos, dans le bon sens du terme. J'ai loué une camionnette. Nous avons fait 2 allers-retours à l'hypermarché. Elle a acheté un mini-frigo. J'ai assemblé une étagère avec des instructions en 3 langues, aucune n'étant utile. J'ai rencontré sa colocataire, qui avait l'air gentille et légèrement terrifiée, ce qui est l'état émotionnel normal pour une étudiante de première année. Quand il a été temps de partir, nous nous sommes tenus dans le couloir et elle a dit, « Papa, merci pour tout. » J'ai dit, « C'est toi qui as fait le travail. » J'ai juste conduit. Elle m'a serré fort dans ses bras. Le genre de câlin où l'on sent que quelqu'un essaie de mémoriser le moment. Puis elle s'est reculée et a dit, « Je sais ce qui s'est passé à la remise des diplômes. » Je sais. Elle a dit qu'elle ne m'applaudirait pas. La femme à côté de vous l'a dit à sa fille, qui est dans mon lycée et qui me l'a répété. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas quoi dire. Elle a poursuivi, « Je veux que tu saches que je t'ai entendu te lever. J'étais au pupitre et je t'ai entendu te lever et la faire sortir. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que tu me protégeais. Je l'ai toujours su. Je suis un homme de 44 ans qui travaille dans la climatisation. » Et cette phrase m'a mis à terre.
Pas littéralement, mais émotionnellement. J'ai tenu le coup jusqu'à ce que j'arrive à la camionnette. Ensuite, je me suis assis sur le parking pendant environ 15 minutes, à faire ce truc où l'on respire très prudemment pour ne pas s'effondrer complètement dans un véhicule de location. Quant à mon ex-femme, elle est toujours chez sa mère. J'entends des choses par des amis communs. Elle dit aux gens que le divorce était de ma faute, que j'étais émotionnellement indisponible et que j'avais choisi ma fille plutôt que mon mariage. Certains la croient, d'autres non. J'ai cessé de m'en soucier. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. Sa mère m'envoie encore des textos occasionnels. J'espère que tu es heureux maintenant. Elle méritait mieux. Je l'ai bloqué il y a environ 3 semaines. J'aurais dû le faire plus tôt. L'histoire de l'ASE me dérange toujours. Pas parce qu'il en est ressorti quelque chose. Le dossier a été classé. Mais parce qu'elle était prête à faire ça. Elle était prête à appeler une agence gouvernementale et à essayer de me signaler comme un mauvais parent parce qu'elle était en colère. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui elle est. Pas quelqu'un qui a fait une erreur. Quelqu'un qui, se sentant acculé, a cherché l'arme la plus destructrice qu'elle pouvait trouver et l'a pointée sur une enfant qui avait déjà perdu sa mère. Je ne pardonne pas cela. Des gens bien intentionnés me disent que le pardon est pour moi, pas pour elle. Peut-être que je n'en suis pas encore là. Je n'y arriverai peut-être jamais. Ça me va. Financièrement, je me stabilise. Le soutien transitoire se termine dans 4 mois. Le prêt automobile est remboursé. Le premier semestre de ma fille est couvert. Nous aurons besoin de quelques prêts étudiants à partir de la 2e année, mais les paiements seront gérables. J'ai même eu un samedi de libre la semaine dernière où je n'ai rien fait. Je me suis juste assis sur la terrasse, j'ai bu une bière et j'ai regardé le chien du voisin courir après un écureuil pendant 20 minutes. C'était incroyable. Ma fille m'appelle 2 fois par semaine, le mardi et le dimanche. Elle me parle de ses cours, des goûts musicaux douteux de sa colocataire, du système de classement de la nourriture de la cantine qu'elle a créé. Elle a l'air heureuse. Dimanche dernier, elle a appelé et m'a dit qu'elle pensait faire des études de droit. Elle a dit, et je jure que c'est une citation directe, « J'ai regardé ton avocat démonter toute cette situation avec juste un dossier de preuves, et j'ai pensé que je pourrais faire ça. » Je lui ai dit qu'elle serait terrifiante dans un prétoire. Elle a répondu, « Merci, papa. C'est la plus gentille chose que tu m'aies jamais dite. » Je pense parfois à la remise des diplômes. Pas à la mauvaise partie. Au moment qui l'a précédé, quand elle se tenait à ce pupitre avec ses fiches, regardant la foule, me trouvant au 4e rang. Ce sourire nerveux, fier, « Regarde-moi papa. » J'étais là. J'applaudissais. J'étais la personne la plus bruyante dans ces gradins. Et c'est tout ce qui compte. Commentaire, parfois, l'amour véritable demande un courage immense pour oser fixer des limites saines. Protéger ceux qui comptent pour nous est une magnifique preuve de force tranquille et de respect de soi. Vous avez le droit absolu de refuser les comportements qui viennent détruire votre paix intérieure ou celle de vos proches. Choisir de s'éloigner d'une dynamique nuisible n'est jamais un échec, mais plutôt le premier pas indispensable vers la guérison personnelle. La véritable bienveillance consiste aussi à assumer ses responsabilités face aux conséquences de ses propres actes. Je vous invite à prêter attention aux valeurs et aux énergies que vous laissez entrer dans votre espace intime. La tranquillité d'esprit est précieuse et mérite toujours d'être protégée face à la rancune. Prenez soin de vous entourer de personnes qui célèbrent vos moments de bonheur avec une affection sincère. Je vous souhaite de trouver chaque jour la force de bâtir une vie remplie de respect mutuel et d'amour authentique. Merci de m'accompagner sur cette chaîne pour partager ensemble ces réflexions qui nous aident à grandir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.